Ma sœur Lise a murmuré « Joyeux anniversaire, maman ». Avec ce même faux sourire qu'elle avait perfectionné pour les photos de communion, pendant que son mari Pierre comptait les invités âgés comme un charognard repérant une proie facile. Mon fils de 27 ans, Julien, s'est penché et m'a chuchoté « Prends ton sac, on s'en va ». Fais comme si de rien n'était. La coupe de champagne dans ma main m'a soudain semblé plus lourde qu'une masse. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Dites-moi votre ville dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je pensais que Julien faisait son cinéma habituel. Mon fils avait toujours été protecteur, peut-être trop, depuis la mort de son père 3 ans plus tôt. Mais quand il a agrippé mon coude avec une poigne si forte que ses doigts étaient blancs et m'a guidé vers la sortie, quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Ce n'était pas de l'anxiété d'adolescent, c'était de la pure peur d'adulte. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je chuchoté alors que nous traversions la foule d'amis de ma mère. Elle fêtait ses 85 ans aujourd'hui, radieuse dans sa robe rose, entourée de femmes qui la connaissaient depuis des décennies. La salle des fêtes de Villeneuve était décorée avec des guirlandes et des ballons, et la musique d'époque préférée de maman jouait doucement en fond sonore. Tout semblait parfait, trop parfait en y repensant. « Pas ici », a marmonné Julien, sa main toujours agrippée à mon bras. « Continue de sourire et de marcher. » J'avais vu cette expression sur le visage de mon fils exactement 2 fois auparavant. Une fois quand il avait 12 ans et qu'il avait surpris son père en train de tromper sa mère. Une fois quand les médecins nous avaient annoncé que le cancer de papa s'était généralisé. Les 2 fois, mon monde s'était effondré en quelques heures. Alors, quand Julien a verrouillé les portières de la voiture et s'est tourné vers moi avec ses mêmes yeux sombres, j'ai su que ma vie était sur le point de changer à nouveau. « Maman, quelque chose ne va pas du tout », a-t-il dit, la voix assurée mais les mains tremblantes. « Je dois te raconter ce que j'ai entendu. » La fête continuait derrière nous, visible à travers les fenêtres de la salle des fêtes. Ma mère était assise à la table d'honneur, coupant son gâteau d'anniversaire sous les applaudissements de tous. Lise prenait des photos. Pierre resservait les boissons et tout semblait absolument normal, ce qui, apparemment, était précisément le problème. « Julien, tu me fais peur. »« Tant mieux, » a-t-il dit d'un air sombre, « parce que ce que j'ai entendu m'a fichu une trouille bleue. » Il a sorti son téléphone et m'a montré un enregistrement vocal. Son pouce flottait au-dessus du bouton de lecture. « J'ai enregistré ça il y a 20 minutes quand je suis allée chercher ton sac à main dans la voiture de Lise. » Ils étaient sur le parking et ils pensaient que tout le monde était à l'intérieur. Eux, Lise et Pierre, le nom flottait dans l'air comme une malédiction. Ma sœur Lise, qui avait organisé toute cette fête, qui avait insisté pour s'occuper de tous les préparatifs, qui avait été si serviable, si attentive aux besoins de maman dernièrement. La sœur en qui j'avais une confiance absolue. « Maman, avant que je lance l'enregistrement, je veux que tu saches qu'après l'avoir écouté, nous irons directement au commissariat. Pas d'arrêt, pas d'appel, pas question de leur laisser une chance de s'expliquer. Quoi que tu entendes, quoi qu'ils aient fait, nous le signalerons ce soir. » J'ai regardé le visage sérieux de mon fils et j'ai senti quelque chose changer en moi. Le même sentiment que j'avais eu quand j'avais finalement demandé le divorce d'avec son père. Le moment où se protéger devient plus important que de préserver la paix. Lance-le. Les voix étaient étouffées, mais suffisamment claires. La voix de Lise. « Elle a signé les papiers ce matin, n'est-ce pas ?» La voix de Pierre. « Oui. La procuration est maintenant officiellement à toi. La vieille bique croit qu'elle signe juste des papiers pour la sécu. » Mon sang s'est glacé. Maman avait mentionné avoir signé des documents d'assurance que Lise avait apportés. Elle avait été si fière que sa fille l'aide avec cette paperasse compliquée. Elle faisait entièrement confiance à Lise. « La compte pour la maison de retraite est versée lundi », a continué Pierre. « Une fois qu'elle sera là-bas, on pourra vendre la maison en moins de 30 jours. Le marché est en pleine effervescence en ce moment. On devrait en tirer au moins 400 000 euros. 400 000 euros. La maison de maman. La maison où Lise et moi avions grandi. La maison que maman avait juré de ne jamais quitter. Et si elle s'oppose à l'internement ? A demandé Lise. Elle n'aura pas le choix.
J'ai le docteur Martin dans la poche pour dire qu'elle montre des signes de démence. Il est dangereux pour elle de vivre seule. Les documents sont déjà remplis. Le docteur Martin, le médecin de maman depuis 15 ans. L'homme en qui elle avait une confiance aveugle. Julien a arrêté l'enregistrement. Nous sommes restés assis en silence, observant la fête à travers les fenêtres. Ma mère riait de quelque chose que son amie Dorothée disait. Elle avait l'air vive, alerte, complètement lucide, pas du tout comme quelqu'un qui avait besoin d'être interné. « Il y a plus » a dit Julien doucement. « Plus » ? Il prévoit de la droguer ce soir. Quelque chose pour la rendre confuse, désorientée. Pierre a un truc dans sa veste. Ils veulent créer un incident qui justifie l'internement d'urgence. J'avais l'impression de me noyer en plein jour. Ce n'était pas seulement du vol. C'était un enlèvement. C'était détruire la vie d'une vieille femme pour de l'argent. On doit y retourner. J'ai dit, « Maman, non. On appelle la police d'abord. Elle est toujours là-dedans avec eux. Et s'ils... quoi? Ils ne vont pas lui faire de mal devant 50 témoins. Mais si on y retourne maintenant, ils sauront qu'on sait. Ils disparaîtront, détruiront les preuves, peut-être accéléreront leur plan. Il avait raison, et je le détestais d'avoir raison. Mais je l'aimais aussi d'avoir été assez intelligent pour nous sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Comment as-tu su qu'il fallait les enregistrer? Julien est resté silencieux un instant. Pierre pose des questions bizarres sur les finances de grand-mère depuis des mois. Élise lui rend visite constamment, apportant des papiers à signer. Ça sentait le piège. Le piège, c'était le mot parfait. Ma sœur avait tourné autour de notre mère comme un requin, et j'avais été trop confiante pour le voir. 10 minutes, maman. On va appeler le 17, leur dire tout, et laisser la police s'en occuper. Mais pour l'instant, grand-mère est en sécurité parce qu'elle est entourée de gens. Dès que cette fête se terminera, il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Dès que la fête serait finie, maman serait seule avec eux. Et au matin, elle serait dans une maison de retraite, confuse et droguée, signant pour renoncer à tout ce qu'elle possédait. J'ai jeté un dernier regard à la salle des fêtes. À travers les fenêtres, je pouvais voir Lise aider maman à ouvrir ses cadeaux. La fille parfaite, l'aide dévouée, la sœur aimante qui planifiait de détruire la vie de notre mère depuis des mois. « Appelle », ai-je dit. Mais alors que Julien composait le 17, autre chose m'est venue à l'esprit. Quelque chose qui a fait trembler mes mains de rage plutôt que de peur. S'ils avaient fait ça à maman, qu'est-ce qu'ils avaient prévu d'autre? La voix de l'opératrice était calme et professionnelle, en total décalage avec le chaos dans ma tête. « Police, j'écoute. » « Je dois signaler un cas de maltraitance sur personne âgée et de fraude, » a dit Julien, sa voix plus stable que la mienne ne l'aurait été. C'est en train de se passer en ce moment. Pendant que Julien donnait notre position et expliquait la situation, je fixais la salle des fêtes à travers le pare-brise. La fête battait son plein, mais maintenant tout semblait sinistre. Chaque sourire que Lise adressait à maman, chaque geste serviable de Pierre. Chaque moment de cette célébration parfaite n'était en réalité qu'une mise en scène pour couvrir leurs crimes. « Madame, vous êtes là ?» L'opératrice me parlait maintenant. Julien m'avait passé le téléphone. « Oui, je suis là. Pouvez-vous confirmer que votre mère est actuellement en sécurité ?» J'ai observé maman rire avec ses amis. Elle semble l'être, mais ils prévoient de la droguer ce soir. Nous envoyons des agents à votre emplacement. N'essayez pas d'intervenir avant leur arrivée. Pouvez-vous rester là où vous pouvez observer la fête? Oui? Bien, restez en ligne. Julien et moi sommes restés assis dans un silence tendu, observant notre famille à travers les fenêtres comme si nous menions une surveillance. Ce qui, je suppose, était le cas. L'ironie de la situation, espionner ma propre sœur à la fête d'anniversaire de ma mère, ne m'a pas échappé. Je n'arrive pas à croire que Lise ferait ça, ai-je murmuré. Vraiment. Julien m'a regardé en haussant les sourcils. Parce que moi, je peux tout à fait le croire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, tante Lise demande des informations sur l'argent de grand-mère depuis des années. Tu te souviens à Noël dernier, quand elle voulait connaître l'assurance vie, ou quand elle a suggéré que grand-mère devrait simplifier ses finances? Il avait raison, et je me sentais stupide de ne pas l'avoir vu. Lise semait des graines depuis des mois,
peut-être des années. La fille attentionnée, inquiète pour la sécurité de sa mère, la sœur serviable, préoccupée par les finances de sa mère. Le membre de la famille dévoué qui voulait juste ce qu'il y avait de mieux. Elle prépare ça depuis longtemps, ai-je dit, la prise de conscience me frappant comme une gifle. Oui? Et Pierre fait des recherches sur les établissements pour personnes âgées et les prix de l'immobilier. Je l'ai surpris en train de chercher des maisons de retraite sur son téléphone à Pâques. Pâques. C'était il y a 4 mois. Il planifiait ça depuis au moins Pâques, peut-être plus longtemps. Chaque dîner de famille, chaque visite de vacances, chaque appel téléphonique inquiet faisait partie de leur plan. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lise. « Où êtes-vous passé? » Maman vous demande. J'ai montré le message à Julien. Il a reniflé. Elle panique probablement. Ils ont besoin de toi là-bas pour que tout ait l'air normal. Un autre texto. Julien aussi. Revenez. Le gâteau est délicieux. Je devrais répondre. Dis-lui qu'on est allé chercher quelque chose dans la voiture. On revient tout de suite. J'ai tapé le mensonge, haïssant chaque mot. Mais si Lise se doutait que nous savions, elle pourrait accélérer ce qu'ils avaient prévu pour ce soir. À travers la fenêtre, j'ai vu Lise vérifier son téléphone, lire mon message, puis se diriger vers Pierre. Ils ont eu une brève conversation, et Pierre a fait un signe de tête en direction du parking. Il nous cherchait. Ils deviennent nerveux, a dit Julien. Tant mieux, laissons-les mariner. Sous nos yeux, Pierre est sorti et s'est dirigé vers le parking. Il essayait d'avoir l'air décontracté, mais ses mouvements étaient trop déterminés. Il nous cherchait sans aucun doute. « Baisse-toi », a dit Julien en se glissant bas sur son siège. Nous nous sommes cachés sous les fenêtres alors que Pierre passait devant notre voiture. Il s'est arrêté, a regardé autour de lui, puis a sorti son téléphone. Même de l'intérieur de la voiture, vitres fermées, nous pouvions entendre sa voix élevée par la frustration. « Ils ne sont pas là », a-t-il dit à la personne qui l'appelait. « Ouais, j'ai vérifié partout. Leur voiture est là, mais ils sont partis. » Il a écouté un moment, puis « Non, on s'en tient au plan. Peut-être qu'ils sont juste allés faire un tour. On continue comme prévu. Continuez comme prévu. » Ma mère était sur le point d'être droguée et enlevée. Et ils en parlaient comme d'une réunion de travail. Pierre est retourné vers le bâtiment et nous nous sommes redressés. « Où est la police ?» ai-je demandé. « Ça ne fait que 10 minutes, maman. 10 minutes qui m'ont paru 10 heures. » Chaque seconde que maman passait à cette fête, elle se rapprochait du danger. Chaque instant que Lise et Pierre avaient pour se préparer était un autre moment où ils pouvaient brouiller les pistes ou changer leurs plans. « Et s'ils décident de partir plus tôt ?» ai-je demandé. « Alors on les suit. Mais la police a dit de ne pas intervenir. Je ne vais pas les laisser l'emmener. » Julien m'a regardé sérieusement. « Maman, tu réalises que ça pourrait devenir dangereux, non? Les gens qui volent leurs parents âgés ne s'arrêtent généralement pas au vol. S'ils sont prêts à la droguer et à la faire interner contre sa volonté. » Il n'a pas fini, mais je savais ce qu'il voulait dire. Les gens qui franchissaient ces limites étaient capables d'en franchir d'autres. Si Lise et Pierre se sentaient acculés, s'ils pensaient que nous allions ruiner leur plan, que feraient-ils pour se protéger? On ne laissera pas les choses aller aussi loin, ai-je dit avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Des lumières rouges et bleues ont clignoté dans mon rétroviseur. 2 voitures de police sont entrées sur le parking, suivies d'une 3e. Pas de sirène, ce qui était intelligent. Ils ne voulaient pas alerter Lise et Pierre que quelque chose n'allait pas. Dieu merci, ai-je soufflé. Le premier agent s'est approché de notre voiture. Julien a baissé la vitre. « C'est vous qui avez appelé ?»« Oui, monsieur. Je suis Julien Miller. Voici ma mère, Carole. Je suis l'agent Fournier. Nous devons écouter cet enregistrement. » Julien a de nouveau passé l'audio. L'agent Fournier a écouté sans expression. Mais j'ai vu sa mâchoire se crisper quand Pierre a parlé de droguer maman. Savez-vous quelle substance il prévoit d'utiliser? Non, mais l'homme a dit qu'il avait quelque chose dans sa veste. Et votre mère est actuellement à l'intérieur du bâtiment. Oui, elle est l'invitée d'honneur. C'est la fête pour ses 85 ans. L'agent Fournier a hoché la tête. Voici ce que nous allons faire. 2 de mes agents vont entrer dans le bâtiment et observer.
Ils seront en civil et se fondront parmi les invités. J'ai besoin que vous retourniez à l'intérieur et que vous agissiez normalement. Ne faites rien qui puisse alerter les suspects que la police est présente. Et s'ils essaient de lui donner quelque chose? Mes agents interviendront avant que cela n'arrive. Mais je dois insister sur ce point. N'essayez pas de les arrêter vous-même. Ne les confrontez pas. Votre travail est d'agir comme si rien n'avait changé. J'ai hoché la tête, mais mon estomac était noué. Retourner là-dedans, prétendre que tout allait bien, regarder Lise sourire à maman tout en planifiant de détruire sa vie. Ça me semblait impossible. Une dernière chose, a dit l'agent Fournier. Nous aurons besoin de voir ce document de procuration et tout autre papier que votre mère a signé récemment. C'est probablement chez Lise, ai-je dit. Nous obtiendrons un mandat pour ça. Mais d'abord, assurons-nous que votre mère reste en sécurité ce soir. En retournant vers la salle des fêtes, j'avais l'impression d'entrer en territoire ennemi. Le bâtiment chaleureux et festif qui m'avait semblé si accueillant une heure plus tôt ressemblait maintenant à un piège. « Souviens-toi, » a murmuré Julien. « Tout est normal. On est juste allé à la voiture chercher quelque chose, mais plus rien ne serait jamais normal. Parce que maintenant, je savais de quoi ma sœur était capable. Et je n'avais aucune idée jusqu'où elle irait pour protéger son secret. Les portes automatiques se sont ouvertes et nous sommes rentrés dans la fête. Lise s'est précipitée vers nous immédiatement, son visage rayonnant d'une fausse inquiétude. « Vous voilà. » Maman était morte d'inquiétude. « Où étiez-vous passé? »« La voiture ?» ai-je dit simplement, étonnée de la fermeté de ma voix. « Pendant 3/4 d'heure, étions-nous vraiment partis si longtemps? » Le temps avait semblé à la fois figé et s'accélérer pendant que nous étions assis sur ce parking. « Un problème de voiture », a dit Julien avec aisance. « On a réussi à le régler. » Les yeux de Lise se sont légèrement plissés, mais son sourire n'a jamais faibli. « Eh bien, vous avez manqué le discours de maman? Elle a remercié tout le monde d'être venu, en particulier ses 2 filles et son merveilleux petit-fils. Ses 2 filles. Je me suis demandé si maman penserait encore la même chose demain, quand elle apprendrait ce que Lise avait prévu pour elle. « Où est-elle » ai-je demandé. « Assise avec Madame Dubois et les dames du club de bridge. Elle raconte des histoires du bon vieux temps. » J'ai regardé à travers la pièce et j'ai vu maman entourée de femmes de son âge. Toutes riaient de quelque chose que Madame Dubois disait. Maman avait l'air absolument radieuse. Pas comme quelqu'un qui avait besoin d'être en maison de retraite. Pas comme quelqu'un qui perdait la tête. « Elle a l'air magnifique, » ai-je dit. « Oh, tu sais, maman fait toujours bonne figure, » a dit Lise avec dédain. « Mais nous savons toutes les deux qu'elle a des difficultés ces derniers temps. » « Des difficultés avec quoi? » J'avais envie de demander, mais je me suis mordu la langue et j'ai hoché la tête comme si j'étais d'accord. « Eh bien, » a continué Lise, « Pierre et moi pensions la ramener à la maison après la fête. Ça vous éviterait le trajet. » Voilà. Le piège se mettait en place. Il voulait avoir maman seule. « C'est gentil de votre part, » ai-je dit. Mais Julien et moi avions prévu de l'emmener. Nous voulons passer un peu plus de temps ensemble. Le sourire de Lise a vacillé une fraction de seconde. « Oh, eh bien, c'est bien, je suppose, bien que nous ayons promis de l'aider à trier de la paperasse ce soir. Tu sais comme elle est perdue avec ses relevés de mutuelle. » Les relevés de mutuelle, bien sûr. D'autres papiers à faire signer à maman pendant qu'elle était confuse et confiante. Peut-être que demain serait mieux, ai-je suggéré. Elle sera fatiguée après aujourd'hui. Oui, mais la paperasse a des délais. Il faut vraiment que ce soit fait ce soir. Nous nous sommes regardés, 47 ans de sororité nous séparant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu Lise clairement, non pas comme ma grande sœur qui m'avait protégée des brutes de la cour de récréation. Non pas comme la femme qui réussissait et qui semblait toujours maîtriser sa vie, mais comme un prédateur qui planifiait de détruire la vie de notre mère pour de l'argent. « On trouvera une solution, » ai-je dit finalement. Lise a hoché la tête, mais je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. Elle planifiait déjà son prochain coup. C'est alors que j'ai remarqué Pierre à l'autre bout de la pièce, en pleine conversation avec un homme que je ne reconnaissais pas. Un homme grand et mince en blouse de médecin qui jetait constamment des coups d'œil vers maman, le docteur Martin.
le médecin qui était censé déclarer maman mentalement incompétente. Il était là, à la fête, prêt à faire son évaluation. Le docteur Martin a serré la main de Pierre comme s'ils étaient de vieux amis, ce qui était peut-être le cas maintenant. Je les ai observés de l'autre côté de la pièce, prétendant écouter Lise jacasser sur le succès de la fête pendant que mon esprit tournait à plein régime. « N'est-ce pas merveilleux que le docteur Martin ait pu venir ?» a dit Lise en suivant mon regard. « Il s'est tellement inquiété de la confusion de maman dernièrement. » La confusion. Maman venait de faire un discours de 10 minutes en remerciant tout le monde par son nom, s'était souvenue d'histoires datant de 40 ans et avait correctement identifié chaque personne sur ses vieilles photos. Si c'était ça la confusion, je voulais bien être confuse aussi. « Il a l'air très attentionné », ai-je dit prudemment. « Oh, il l'est. Il a été formidable. Il fait des visites à domicile pour prendre de ses nouvelles. Des examens très approfondis. Des visites à domicile. Le docteur Martin avait fait des visites à domicile pour évaluer maman, documentant probablement tout ce qui pourrait être utilisé pour justifier un internement. Un nom oublié par-ci. Un moment d'incertitude par-là. Et soudain, vous avez un schéma de déclin cognitif. Julien est apparu à mon coude avec une assiette de gâteau. Grand-mère veut savoir si tu veux t'asseoir avec elle un moment. Bien sûr. J'ai commencé à me diriger vers la table de maman, mais Lise m'a attrapé le bras. En fait, Carole, pourrais-je te parler en privé une minute? Il y a quelque chose dont je dois discuter. Tous mes instincts criaient au danger. M'éloigner de maman, des témoins, de Julien. Mais refuser aurait éveillé les soupçons. Bien sûr, ai-je dit. Julien, pourquoi ne tiens-tu pas compagnie à grand-mère? Lise m'a conduite dans un coin tranquille près de la cuisine, assez loin de la fête principale pour que nous ne puissions pas être entendus. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que nous étions seuls. Puis tout son comportement a changé. L'hôtesse de fête enjouée a disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus calculateur. « Carole, nous devons parler de maman. »« À quel sujet ?»« Ne joue pas les idiotes. Je sais que tu as remarqué les changements. »« Quels changements ?» Lise a soupiré de façon théâtrale. Elle oublie des choses, laisse la cuisinière allumée, se trompe dans ses médicaments. Hier, je l'ai trouvée dehors en chemise de nuit à 3 heures du matin. Elle a dit qu'elle attendait que papa rentre du travail. Papa était mort depuis 12 ans. Mais si maman avait vraiment dit ça, cela pourrait indiquer des problèmes cognitifs, ou cela pourrait être quelque chose que Lise avait inventé pour étayer son récit. Je n'ai rien remarqué de tout ça, ai-je dit. C'est parce que tu ne la vois pas tous les jours comme moi. Tu lui rends visite 1 heure le dimanche et tu penses savoir comment elle va. Les accusations piquaient parce qu'il y avait une part de vérité. Lise passait plus de temps avec maman. Mais maintenant, je me demandais si ces visites étaient des missions de surveillance, pas du temps en famille. « Qu'est-ce que tu suggères ?» ai-je demandé. « Je suggère que nous devons commencer à penser à sa sécurité, à lui obtenir les soins dont elle a besoin avant que quelque chose de terrible n'arrive. Elle me semble aller bien. Elle joue la comédie, Carole. Elle l'a toujours fait. Tu sais comment est maman avec les apparences. Elle préférerait mourir plutôt que d'admettre qu'elle a des difficultés. » Cette partie était absolument vraie. Maman avait toujours été fière, toujours déterminée à gérer les choses elle-même. Mais utiliser l'indépendance de maman contre elle était particulièrement cruel. Alors, que veux-tu faire? Pierre et moi avons fait des recherches sur des établissements. Il y a un endroit magnifique appelé les Jardins du Crépuscule qui se spécialise dans les troubles de la mémoire. Très haut de gamme, personnel excellent. Troubles de la mémoire? Lise? Elle n'a pas de démence. Pas encore, mais une intervention précoce est essentielle. Le médecin dit que si nous attendons qu'elle soit complètement incapable, la transition sera beaucoup plus difficile. Le médecin, le docteur Martin, qui était actuellement de l'autre côté de la pièce, prenant probablement des notes sur le comportement de maman pour son évaluation officielle. « Je pense que nous devrions ralentir, » ai-je dit. « Peut-être obtenir un 2e avis. » L'expression de Lise s'est durcie. « Carole, je m'occupe des affaires de maman depuis des mois pendant que tu es ensevelie sous tes propres problèmes. Je sais ce qui est le mieux pour elle. Mes propres problèmes. Une façon de parler de mon divorce, de ma perte d'emploi, de ma vie en général qui partait en vrille.
Lise avait toujours été douée pour me faire sentir inadéquate. Je suis toujours sa fille, ai-je dit. J'ai mon mot à dire. Vraiment? Parce que selon les documents de procuration, c'est moi qui suis responsable de ces décisions de soins. Voilà, la procuration que maman pensait être juste pour la paperasse de la mutuelle. L'atout de Lise dans sa manche. Quand es-tu devenue sa mandataire? Ce matin, elle a signé les papiers volontairement avec le docteur Martin comme témoin. Le docteur Martin, encore lui. Cet homme était partout dans leur plan. Je veux voir ces documents. Bien sûr, j'ai des copies à la maison. Nous pourrons les examiner demain lorsque nous rencontrerons le directeur des admissions des Jardins du Crépuscule. Tu as déjà fixé un rendez-vous? Lundi matin. J'ai pris le rendez-vous il y a des semaines, en supposant que tu voudrais participer au choix du nouveau foyer de maman. Il y a des semaines, avant même que maman n'ait signé la procuration. Il planifiait cela depuis des semaines, peut-être des mois. Et si je ne suis pas d'accord? Lise a haussé les épaules. Alors tu n'es pas d'accord. Mais j'ai l'autorité légale pour prendre des décisions concernant ses soins, et l'évaluation du docteur Martin soutient un placement immédiat. Quelle évaluation? Quand l'a-t-il évalué? Pendant ses visites à domicile. Il surveille son état depuis des mois. Je me sentais piégée dans leur toile de planification et de manipulation. Chaque angle avait été couvert, chaque objection anticipée, sauf une chose sur laquelle il n'avait pas compté. Je pense que maman devrait avoir son mot à dire, ai-je dit. Maman n'est plus capable de prendre des décisions rationnelles concernant ses propres soins. C'est tout l'enjeu. Elle me semble plutôt rationnelle, parce qu'elle a une bonne journée. Tu devrais la voir les mauvais jours. Peut-être qu'elle avait de mauvais jours. Peut-être que vieillir était plus difficile que ça en avait l'air de l'extérieur. Mais condamner quelqu'un à un placement en institution sur la base de ses pires moments semblait mal. Laissons ça de côté pour l'instant. J'ai dit que c'était son anniversaire. Nous pourrons en discuter plus tard. En fait, nous ne pouvons pas. Lise a regardé sa montre. Le médecin doit terminer son évaluation ce soir pour que les documents soient prêts pour la réunion de lundi. Évaluation? Quel genre d'évaluation? Juste quelques questions simples. Test de mémoire, fonction cognitive, ce genre de choses. Rien de stressant. J'ai regardé maman de l'autre côté de la pièce, toujours entourée de ses amis, toujours vive et engagée. Puis j'ai regardé le docteur Martin, toujours en train de parler avec Pierre, toujours en train de prendre des notes. Et si elle réussit ses tests, Carole? La voix de Lise était patiente, comme on parlerait à un enfant. Elle ne va pas réussir. Les personnes dans son état réussissent rarement. Son état. Maman n'avait pas d'état, à part avoir 85 ans. Mais apparemment, dans le monde de Lise, être vieux était un état en soi. Je veux être là quand il lui parlera. Ça pourrait la rendre nerveuse. Le docteur Martin préfère mener ses évaluations en privé. Bien sûr, il préférait. C'était plus facile de manipuler les réponses quand il n'y avait pas de témoin. Alors, je veux revoir ses notes après. Le secret médical empêche. Je veux des copies de tout, Lise. Les documents de procuration, l'évaluation médicale, les demandes d'admission en maison de retraite. Si tu fais ça pour le bien de maman, tu ne devrais avoir aucun problème à partager la paperasse. Le sourire de Lise a vacillé. Bien sûr, je t'aurais tout préparé pour demain. Demain, quand il serait trop tard pour arrêter ce qu'ils avaient prévu pour ce soir. En fait, ai-je dit, j'aimerais voir les documents de procuration ce soir, juste pour comprendre exactement quelle autorité tu as. Ils sont à la maison. Alors, allons les chercher. Carole, je ne vais pas quitter la fête de maman pour rentrer à la maison chercher de la paperasse. Ne sois pas ridicule. Alors peut-être que toute cette conversation est prématurée. Peut-être devrions-nous attendre que je puisse examiner les documents avant de prendre des décisions. J'ai regardé le visage de Lise passer par la frustration, la colère et le calcul. Elle avait besoin de mon soutien, ou du moins de ma neutralité. M'avoir activement opposée au plan créerait des complications. Très bien, a-t-elle dit finalement. J'apporterai les papiers chez toi demain matin. Nous pourrons tout revoir ensemble. Quelle heure? 9 heures. À 9 heures demain, si leur plan fonctionnait, maman serait déjà dans la maison de retraite, confuse et droguée,
sans aucun moyen de contester l'internement. En fait, ai-je dit, pourquoi ne rentrerais-je pas simplement avec toi ce soir après la fête? Nous pourrons tout revoir alors, et je pourrai t'aider à te préparer pour la réunion de lundi. Les yeux de Lise se sont plissés. Elle essayait de comprendre pourquoi j'étais soudainement si désireuse d'être impliquée alors que j'avais été absente des soins de maman pendant des mois. C'est très attentionné, Carole. Mais la journée a été longue, et je pense que nous bénéficierions toutes les deux d'une bonne nuit de sommeil avant de nous plonger dans des documents juridiques compliqués. Je suis une couche tard, et c'est trop important pour attendre. Nous nous sommes regardés, et je pouvais voir l'esprit de Lise travailler frénétiquement. Elle avait besoin d'avoir maman seule ce soir. Elle avait besoin de m'écarter, mais elle ne pouvait pas non plus se permettre de me rendre méfiante en étant trop évidente. « Laisse-moi parler à Pierre », a-t-elle dit finalement. « Peut-être qu'on peut s'arranger ?» Elle s'est éloignée, me laissant debout près de la cuisine, regardant la fête continuer autour de moi. Mais maintenant, tout semblait différent. Chaque conversation, chaque interaction, chaque moment innocent faisait potentiellement partie du plan de Lise et Pierre. J'ai cherché Julien du regard, et je l'ai repéré, toujours assis avec maman. Tous les deux riaient de quelque chose que Madame Dubois disait. Au moins, ils la gardaient en sécurité pour l'instant. Mais la nuit était encore jeune, et Lise et Pierre manquaient de temps pour achever leur plan, ce qui signifiait qu'ils pourraient commencer à prendre des risques, et les gens qui prennent des risques font des choses dangereuses. J'ai regardé Lise traverser la pièce pour rejoindre Pierre, sa posture tendue malgré son sourire. Ils ont parlé à voix basse, l'expression de Pierre s'assombrissant à mesure qu'elle expliquait l'obstacle que je venais de devenir. Le docteur Martin a rejoint leur conversation et tous les trois ont jeté un coup d'œil dans ma direction. Le plan était en train de s'effondrer et ils le savaient. Julien est apparu à côté de moi, tenant 2 verres de punch. « Tu as l'air d'en avoir besoin. »« Merci. J'ai pris le verre, mais je n'ai pas bu. »« Comment va maman? » ?»« Vive comme l'éclair. » Elle vient de raconter à Madame Dubois toute l'intrigue d'un livre qu'elle a lu la semaine dernière. Elle s'est souvenue du nom de chaque personnage et de tous les rebondissements de l'intrigue. Tant pis pour le déclin cognitif. Mais je savais que ça n'avait pas d'importance. S'il voulait que maman soit déclarée incompétente, il trouverait un moyen de le faire. « Julien, » ai-je dit doucement, « j'ai besoin que tu restes près de maman pour le reste de la soirée. Ne la laisse manger ou boire quoi que ce soit, à moins de voir exactement d'où ça vient. » Son visage est devenu sérieux. « Tu penses qu'ils vont essayer quelque chose ici? » Je pense qu'ils sont à court d'options. De l'autre côté de la pièce, Lise se dirigeait vers la table de maman avec ce qui ressemblait à un petit sac cadeau. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de forcé maintenant, quelque chose de désespéré. « Elle arrive », ai-je murmuré. Nous nous sommes déplacés rapidement pour l'intercepter, arrivant à la table de maman juste au moment où Lise posait le sac. « Maman, j'ai failli oublier. Je t'ai apporté un petit quelque chose de plus pour ta journée spéciale. »« Oh, Lise, tu en as déjà tellement fait » a protesté maman, mais elle tendait déjà la main vers le sac. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, en essayant de garder une voix légère. « Juste quelques-unes de ces tisanes qu'elle adore. » « Tu te souviens, maman, tu as mentionné tes problèmes de sommeil, et j'ai trouvé ce merveilleux mélange de camomille qui est censé aider. Une tisane, le moyen de livraison parfait pour n'importe quelle drogue qu'ils avaient prévu d'utiliser. Naturel, innocent, quelque chose que maman boirait volontiers. « Quelle attention !» ai-je dit en tendant la main vers le sac. « Je peux voir ?» La main de Lise s'est avancée pour m'arrêter. En fait, ils sont spécialement emballés. Je ne veux pas gâcher la présentation. J'aimerais voir quel genre tu lui as pris. J'ai aussi des problèmes de sommeil. Pendant un moment, nous nous sommes livrés à une lutte polie pour le sac cadeau, toutes les deux souriant, tandis que nos yeux se fixaient dans une bataille silencieuse. Maman a observé cette étrange scène avec une confusion croissante. « Les filles, qu'est-ce qui vous prend ?» a-t-elle demandé. « Rien, maman, » a dit Lise en lâchant le sac. Carole est juste très minutieuse. J'ai ouvert le sac et j'ai trouvé 3 boîtes de thé, toutes avec des seaux intacts, toutes semblant complètement innocentes. Mais j'ai remarqué que les mains de Lise tremblaient légèrement pendant que je les examinais.
Elles ont l'air délicieuses, ai-je dit en tendant le sac à Julien. Pourquoi ne les mets-tu pas dans la voiture pour grand-mère? On s'assurera qu'elle les ramène à la maison en toute sécurité. Julien a compris immédiatement. Bonne idée. Je vais les sortir tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, a commencé Lise. Mais Julien s'éloignait déjà avec le thé. Un garçon si serviable, a dit maman fièrement. Le sourire de Lise commençait à se fissurer sur les bords. Oui, très serviable. Le docteur Martin s'est approché de notre table, son attitude professionnelle intacte, mais ses yeux passant nerveusement de Lise à moi. « Madame Wilson, a-t-il dit à maman, j'espérais pouvoir discuter avec vous quelques minutes. Juste un petit point rapide sur comment vous vous sentez. Oh, je me sens merveilleusement bien, docteur. Cette journée a été si parfaite. C'est excellent à entendre, mais parfois ces grands événements peuvent être écrasants pour les gens de notre âge. J'aimerais vous poser quelques questions pour m'assurer que vous ne vous surmenez pas. Notre âge. Maman avait 85 ans. Le docteur Martin semblait avoir la soixantaine. Mais l'implication était claire. Vous êtes vieille, vous êtes fragile. Vous ne pouvez pas gérer l'excitation. Quel genre de questions? Ai-je demandé. Le docteur Martin a jeté un coup d'œil à Lise, qui a fait un signe de tête presque imperceptible. Juste des évaluations cognitives standards. Mémoire, orientation, ce genre de choses. Rien d'inquiétant. Ici? J'ai fait un geste vers la salle bondée. Votre cabinet ne serait-il pas plus approprié pour des évaluations médicales? Je préfère évaluer les patients dans leur environnement naturel. Cela donne une image plus précise de leur capacité fonctionnelle. Leur environnement naturel. Comme si une fête d'anniversaire était l'endroit où maman passait la plupart de son temps. Maman, ai-je dit, tu n'as pas à répondre à des questions médicales à ta fête d'anniversaire. C'est censé être amusant? Pas un rendez-vous chez le médecin. Allons, Carole, est intervenue Lise. Le docteur Martin est juste minutieux. Il n'y a pas de mal à quelques questions simples. En fait, il pourrait y en avoir. J'ai regardé directement le docteur Martin. N'y a-t-il pas des protocoles pour les évaluations cognitives, des environnements standardisés, des procédures spécifiques, des formulaires de consentement du patient? La façade professionnelle du docteur Martin a vacillé. Eh bien, si, mais c'est plus un bilan informel. Dans quel but documentez-vous ce bilan informel? Fera-t-il partie du dossier médical de maman? Ça dépend des résultats. Donc si maman donne des réponses que vous n'aimez pas, ça devient officiel. Mais si elle réussit, c'est juste une conversation informelle. Le silence s'est étiré, inconfortable. Maman nous regardait tour à tour, sentant clairement la tension, mais n'en comprenant pas la source. « De quoi s'agit-il vraiment ?» a-t-elle demandé. Avant que quiconque puisse répondre, Julien est réapparu à la table. Il a croisé mon regard et a secoué la tête de manière presque imperceptible. J'ai interprété cela comme signifiant qu'il avait trouvé quelque chose qui n'allait pas avec le thé. Le docteur Martin était sur le point de partir, ai-je dit fermement. En fait, je pense que ce serait bénéfique. Docteur. Ma voix était assez tranchante pour couper du verre. Ma mère est à sa fête d'anniversaire, entourée d'amis, clairement alertes et engagés. Si vous avez des préoccupations médicales, vous pouvez prendre un rendez-vous en bonne et due forme avec des procédures appropriées, mais vous ne mènerez aucune sorte d'évaluation ici ce soir. Le docteur Martin a cherché du soutien auprès de Lise, mais elle fixait la nappe, le visage pâle. Peut-être une autre fois, a-t-il dit finalement, et il s'est éloigné. Maman l'a regardé partir, puis m'a regardé avec des yeux bien plus vifs que ne devrait en avoir une personne atteinte de démence. « Carole, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» La question est restée en suspens. C'était le moment où je devais décider de ce que j'allais lui dire, de la quantité de vérité qu'elle pouvait supporter, du danger réel dans lequel elle se trouvait. « Maman, ai-je dit prudemment, je pense que certaines personnes essaient peut-être de profiter de toi. Quelle personne? J'ai jeté un coup d'œil à Lise, qui évitait toujours mon regard. Des gens qui pensent que tu as plus d'argent que tu ne peux en gérer. Des gens qui pensent que tu as besoin qu'on s'occupe de toi. N'importe quoi, a dit maman sèchement. Je suis parfaitement capable de m'occuper de moi-même. Je sais que tu l'es. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Maman a suivi mon regard jusqu'à Lise,
qui a finalement levé les yeux, les larmes aux yeux. Lise. La voix de maman était douce, mais il y avait de l'acier en dessous. « Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire ?» Un instant, j'ai cru que Lise allait avouer. Son visage s'est décomposé et elle ressemblait à la petite fille effrayée dont je me souvenais de notre enfance. Mais alors, Pierre est apparu à son épaule et le moment est passé. « Maman, Lise s'inquiète juste pour toi, » a dit Pierre avec aisance. « Nous tous, vivre seul à ton âge, gérer toutes tes affaires toute seule, c'est beaucoup de responsabilités. »« Je gère mes propres affaires depuis 85 ans, » a dit maman sèchement. « Je pense que j'ai pris le coup de main maintenant. »« Bien sûr que oui, » a continué Pierre. « Mais parfois, il est utile d'avoir le soutien de la famille, des protections légales, une assistance professionnelle. » Une assistance professionnelle, une façon de parler de tutelle, de procuration, de placement en maison de retraite. Quel genre de protection légale? A demandé maman. Oh, juste de la paperasse pour faciliter les choses au cas où tu aurais un jour besoin d'aide pour des décisions ou des soins médicaux. J'ai signé des formulaires pour la mutuelle ce matin, a dit maman lentement. Lise a dit que c'était juste des mises à jour d'assurance. C'est exact, a dit Lise rapidement. Rien d'important. Mais maman la regardait avec une méfiance croissante. Lise, qu'est-ce que j'ai signé exactement? Juste des formulaires pour m'aider à t'aider si jamais tu en as besoin. Quel genre d'aide? La question était simple, mais Lise ne pouvait pas y répondre sans révéler la vérité. Elle avait l'air piégée, paniquée, prise entre des mensonges qu'elle ne pouvait plus maintenir. « Dis-le lui, » ai-je dit doucement. « Carole, s'il te plaît, dis-lui ce que tu prévois de lui faire. »« Nous ne prévoyons rien, » a dit Pierre, mais sa voix manquait de conviction. « Alors pourquoi le docteur Martin est-il ici en train d'essayer d'évaluer sa compétence? Pourquoi as-tu apporté du thé drogué à sa fête d'anniversaire? Pourquoi faites-vous des recherches sur des maisons de retraite depuis des semaines? » Le visage de maman est devenu blanc. Des maisons de retraite? La fête continuait autour de nous, mais notre table était devenue une île de silence tendu. Madame Dubois et les autres dames s'étaient éloignées, sentant un drame familial et ne voulant pas en faire partie. « Lise, » a dit maman, la voix tremblante, « s'il te plaît, dis-moi que tu n'essaies pas de me mettre dans une maison de retraite. » Lise a fondu en larmes. De vraies larmes cette fois. Pas le genre de larmes manipulatrices qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait depuis l'enfance. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Mais nous avons besoin d'argent, et la maison est là, inutilisée, et tu n'as pas besoin de tout cet espace. Et nous avons pensé... Vous avez pensé que vous alliez voler ma maison et me faire interner pour que je ne puisse pas vous arrêter. » Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une condamnation à mort. Même Pierre n'avait aucune réponse à ce niveau de brutale honnêteté. Mais avant que quiconque puisse dire autre chose, les lumières se sont éteintes. L'éclairage de secours s'est activé quelques secondes plus tard, baignant tout dans une lueur rouge inquiétante. Il y a eu des murmures de confusion parmi les invités, mais pas de panique. Les coupures de courant n'étaient pas rares dans ce quartier. « Restez tous calmes », a annoncé quelqu'un. Je suis sûre que c'est juste temporaire. Mais dans la faible lumière de secours, j'ai vu Pierre attraper le bras de maman et commencer à la tirer vers la sortie. « Venez, Madame Wilson, » a-t-il dit. « Allons vous mettre dehors où c'est plus sûr. » C'est alors que j'ai réalisé que la coupure de courant n'était pas un accident et que notre mère était sur le point de disparaître dans la nuit. « Arrête, » ai-je dit, en me plaçant pour bloquer le chemin de Pierre vers la sortie. « Carole, elle a besoin d'air frais, » a dit Pierre, mais sa prise sur le bras de maman était trop forte pour quelqu'un qui voulait simplement être serviable. Alors ouvre une fenêtre. Dans la faible lumière de secours, je pouvais voir d'autres invités se diriger calmement vers les sorties, guidés par des placeurs avec des lampes de poche. C'était une évacuation ordonnée, exactement ce à quoi on s'attendrait d'un lieu bien géré faisant face à une coupure de courant de routine. Sauf que rien dans tout cela n'était routinier. « Où est Lise ?» ai-je demandé. Pierre a regardé nerveusement autour de lui. Elle est allée vérifier le groupe électrogène de secours. Lise connaissait l'existence du groupe électrogène de secours.
Cela semblait être une connaissance inhabituellement spécifique pour une invitée. Julien ai-je appelé, repérant mon fils en train d'aider des invités âgés à se déplacer dans la pénombre. Juste là, maman. Nous partons, tous ensemble. Le parking est un peu chaotique en ce moment, a dit Pierre. Il vaudrait peut-être mieux attendre que... Non. J'ai pris l'autre bras de maman, la libérant doucement mais fermement de l'emprise de Pierre. Nous allons à ma voiture et nous rentrons à la maison. En fait, a dit une voix familière derrière moi, je pense que c'est une excellente idée. L'agent Fournier est sorti de l'ombre, n'essayant plus de se fondre parmi les invités. Dans la lumière de secours, son insigne était clairement visible. Le visage de Pierre est devenu blanc. « Agent, y a-t-il un problème ?» Plusieurs problèmes, en fait. À commencer par le fait que la coupure de courant n'était pas un accident. Je ne comprends pas. Quelqu'un a coupé la ligne électrique principale du bâtiment. Quelqu'un qui savait exactement où la trouver et comment désactiver le système de retard du groupe électrogène de secours. J'ai regardé Pierre, dont l'expression était passée de nerveuse à terrifiée. Nous avons également trouvé des objets intéressants dans la poche de votre veste, Monsieur Barrett. Voudriez-vous expliquer ce que vous faites avec des sédatifs sur ordonnance qui ne vous sont pas prescrits? La bouche de Pierre s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Ce ne sont pas les miens. À qui sont-ils? Je ne sais pas. Quelqu'un a dû les mettre là. Quelqu'un a mis des pilules non marquées dans la poche de votre veste à la fête d'anniversaire de votre belle-mère. Quand l'agent Fournier l'a formulé ainsi, cela semblait exactement aussi ridicule que ça l'était. « Où est Lise ?» a demandé maman, sa voix stable malgré tout ce qui venait de se passer. « Elle est interrogée par mes collègues », a dit l'agent Fournier, ainsi que le docteur Martin. Le docteur Martin. Je l'avais presque oublié dans le chaos. Qu'ont-ils trouvé? Ai-je demandé. Des dossiers médicaux falsifiés documentant un déclin cognitif qui n'a jamais eu lieu. Des papiers d'internement présignés, des demandes d'admission dans 3 maisons de retraite différentes, toutes soumises la semaine dernière. La semaine dernière. La voix de maman était tranchante de colère. Avant même que je ne signe une quelconque procuration. Oui, madame. Il semble que ce plan soit en cours depuis plusieurs mois. Maman a regardé autour d'elle dans la pièce sombre, observant le chaos, la lumière de secours, la réalité de ce que sa fille avait essayé de lui faire. « Je veux voir Lise », a-t-elle dit finalement. « Maman, je ne pense pas que... » ai-je commencé. « Je veux la voir maintenant. » L'agent Fournier a hoché la tête. Elle est dans le bureau de la sécurité. Mais je dois vous avertir, Madame Wilson. Elle a été informée de ses droits et a demandé un avocat. Très bien, elle peut avoir un avocat. Mais d'abord, elle va me regarder dans les yeux et s'expliquer. Nous avons suivi l'agent Fournier à travers la foule confuse des invités. La plupart des gens étaient rassemblés en petits groupes, spéculant sur la coupure de courant et se demandant quand ils pourraient partir. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'assister à l'effondrement d'un complot de maltraitance de personnes âgées. Le bureau de la sécurité était une petite pièce derrière la salle principale. Lise était assise sur une chaise en plastique, sa robe de soirée froissée, son maquillage coulant à cause des larmes. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés et son visage s'est à nouveau décomposé. « Maman, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille ?» a demandé maman, sa voix d'un calme mortel. « J'ai juste... Nous avions besoin d'argent. Et tu en as tellement. Et tu es seule dans cette grande maison. Et j'ai pensé que peut-être si tu étais dans un endroit plus sûr... » Plus sûr? Tu veux dire plus cher? La maison de retraite est très bien, maman. J'ai fait des recherches minutieuses. Tu aurais été à l'aise. Pendant que vous vendiez ma maison et dépensiez mon argent, Lise ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Il allait t'appartenir de toute façon. Quand tu... J'accélérais juste le processus. Tu veux dire accélérer ma mort? Non, je ne ferai jamais. Tu allais me droguer et me faire interner contre ma volonté. Tu as falsifié des dossiers médicaux pour me faire passer pour incompétente. Tu as coupé le courant à ma fête d'anniversaire pour créer le chaos afin de pouvoir m'enlever dans la confusion. Dit comme ça, le plan ressemblait à quelque chose sorti d'un thriller, sauf que c'était réel, et ça avait failli marcher. J'étais désespérée.
a murmuré Lise. Assez désespérée pour détruire ta propre mère. Lise a finalement levé les yeux, les larmes coulant sur son visage. Je ne le voyais pas comme ça. Je pensais que je résolvais les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde, y compris le problème que je sois vivante et en bonne santé. Maman, s'il te plaît. Non. La voix de maman a tranché les supplications de Lise comme une lame. Tu n'as plus le droit de m'appeler maman. Tu as perdu ce droit quand tu as décidé que je valais plus morte que vivante. Les mots ont frappé Lise comme un coup physique. Elle s'est pliée en deux, sanglotant. Madame Wilson, a dit doucement l'agent Fournier. Nous aurons besoin que vous veniez au poste pour faire une déclaration officielle. Bien sûr. Mais d'abord, je veux savoir ce qu'il en est de Pierre et du docteur Martin. Le docteur Martin risque des accusations de fraude, de complot, et peut-être plus selon ce que nous trouverons dans ces dossiers. Monsieur Barrett fera probablement face à des accusations d'enlèvement, de maltraitance sur personnes âgées, de complot. Élise, cela dépend en partie de sa coopération et en partie des charges que vous voudrez porter. Maman a regardé sa fille, qui pleurait toujours sur la chaise en plastique. Je veux toutes les porter, a-t-elle dit finalement. Chaque charge à laquelle vous pouvez penser. La tête de Lise s'est relevée d'un coup. Maman, s'il te plaît. Je suis ta fille. Non, a dit tristement maman. Tu étais ma fille. La femme qui a essayé de voler ma vie est une étrangère. Nous avons laissé Lise dans le bureau de la sécurité et avons suivi l'agent Fournier à l'extérieur. Le parking était encore bondé d'invités confus, mais la foule s'amenuisait à mesure que les gens réalisaient que la fête était terminée. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Mise en examen probablement demain. Procès dans quelques mois. Mais avec les preuves que nous avons, y compris l'enregistrement de votre fils, les condamnations sont très probables. Julien est apparu à nos côtés, légèrement essoufflé. Le thé était bien drogué, a-t-il dit. Le technicien de laboratoire a fait un test rapide sur le terrain, une sorte de sédatif, assez fort pour assommer quelqu'un de la taille de grand-mère pendant des heures. Des heures. Assez longtemps pour l'amener à la maison de retraite. Assez longtemps pour que les drogues la rendent suffisamment confuse pour qu'elle semble désorientée à son réveil. Assez longtemps pour que le docteur Martin la déclare mentalement incompétente sur la base de son comportement sous l'emprise de la drogue. Ils avaient vraiment pensé à tout, ai-je dit. Presque tout, a corrigé maman. Ils n'avaient pas compté sur un petit-fils assez malin pour sentir qu'il y avait anguille sous roche. Julien a souri. Ou assez têtu pour faire quelque chose. Ou une fille qui a enfin appris à voir clair dans les mensonges de sa sœur, ai-je ajouté. Maman a regardé la salle des fêtes où sa fête d'anniversaire était devenue une scène de crime. 85 ans, a-t-elle dit. Je pensais avoir tout vu. Tu vas bien? Ai-je demandé. Elle a sérieusement réfléchi à la question. Tu sais quoi? Je pense que je vais mieux que bien. Pour la première fois depuis des mois, je sais exactement en qui je peux avoir confiance. Elle a regardé Julien et moi, puis de nouveau le bâtiment où Lise pleurait probablement encore dans le bureau de la sécurité. Je suis libre, a-t-elle dit avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Je suis enfin libre. En nous éloignant de la salle des fêtes, les gyrophares clignotant dans notre rétroviseur, j'ai réalisé que maman avait raison. Elle était libre de la fille qui avait prévu de la trahir, libre de l'inquiétude d'un déclin cognitif qui avait été fabriqué pour justifier des abus, libre de la peur de perdre son indépendance. Mais plus important encore, elle était libre des gens qui la voyaient comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne à aimer. Et demain, Lise et Pierre se réveilleraient dans des cellules de prison, faisant face aux conséquences d'avoir traité une femme âgée comme une marchandise au lieu d'un être humain. Parfois, la justice est vraiment servie à la bonne température, glaciale. 3 jours après l'arrestation de Lise, je me suis retrouvée dans une salle de conférence du commissariat qui sentait le café brûlé et les rêves brisés. L'inspectrice Sophie Lambert a étalé des photos sur la table en métal comme si elle distribuait des cartes dans la partie de poker la plus déprimante du monde. Madame Miller, nous avons besoin que vous regardiez ces photos et nous disiez si vous reconnaissez l'une de ces personnes. La première photo montrait Lise et Pierre dans ce qui semblait être un restaurant,
en pleine conversation avec un homme que je n'avais jamais vu. La seconde montrait le même homme serrant la main du docteur Martin devant un bâtiment médical. La troisième m'a glacé le sang. C'était maman, photographiée avec ce qui ressemblait à un téléobjectif, marchant vers sa boîte aux lettres, en robe de chambre et chaussons. « Quand cela a-t-il été pris ?» ai-je demandé. « Il y a 2 mois. Nous l'avons trouvé sur l'ordinateur de M. Barrett, avec une 50aine d'autres. 50 photos. Ils avaient traqué ma mère pendant des mois, documentant chacun de ses mouvements, cherchant tout ce qu'ils pourraient utiliser pour la faire paraître vulnérable ou confuse. L'homme sur les photos du restaurant s'appelle Mark Weber, a poursuivi l'inspectrice Lambert. C'est un détective privé spécialisé dans ce qu'il appelle la protection des actifs familiaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Aider les enfants adultes à prouver que leurs parents âgés sont incompétents afin qu'ils puissent prendre le contrôle de leurs finances. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Ce n'était pas seulement Lise et Pierre qui étaient désespérés pour de l'argent. C'était une opération professionnelle. À combien de familles a-t-il fait ça? Nous enquêtons toujours. Mais il semble y en avoir au moins 12 au cours des 2 dernières années. Votre mère aurait été la 13e. Le numéro 13, chanceux ou malchanceux selon votre point de vue. La bonne nouvelle, a poursuivi l'inspectrice Lambert, c'est que votre vivacité d'esprit a probablement sauvé non seulement votre mère, mais aussi de futures victimes. Toute l'opération de Weber est en train de s'effondrer. Et les autres familles? Celles où ça a marché. Nous rouvrons ces dossiers. Certaines de ces personnes âgées sont peut-être encore en vie dans des maisons de retraite, se demandant pourquoi leurs enfants ne leur rendent jamais visite. Le poids de cette révélation s'est posé sur ma poitrine comme une pierre. Quelque part, il y avait des personnes âgées qui avaient été trahies par leur propre famille, enfermées dans des institutions, leurs économies volées, leur dignité détruite. Il y a autre chose, a dit l'inspectrice Lambert en sortant un autre dossier. Lise essaie de négocier un accord. Quel genre d'accord? Des informations sur l'opération de Weber en échange d'une réduction de peine. J'ai pensé à Lise pleurant dans le bureau de la sécurité, demandant à maman de l'appeler encore sa fille. L'idée qu'elle essaie maintenant de marchander pour échapper aux conséquences semblait tout à fait dans son caractère. Maman est-elle au courant? Nous l'avons informée hier. Elle avait des opinions très arrêtées sur le dernier stratagème de votre sœur. Je pouvais l'imaginer. Maman ne croyait pas aux raccourcis, surtout quand ils impliquaient de trahir d'autres personnes. Qu'a-t-elle dit? Je crois que ses mots exacts étaient « Laissez Lise se sortir seule du trou qu'elle a creusé, de préférence avec une très petite cuillère. » Ça ressemblait bien à maman. Même à 85 ans, même après avoir été trahie par sa propre fille, elle avait toujours plus de cran que la plupart des gens de la moitié de son âge. L'inspectrice Lambert a rassemblé les photos. Nous aurons besoin que vous témoigniez sur ce que vous avez observé à la fête et ce que Lise vous a dit de leur plan. Bien sûr, soyez prévenus, leur avocat va essayer de dépeindre votre famille comme dysfonctionnelle. Il suggérera que Lise agissait par réelle inquiétude pour la sécurité de votre mère, avec du thé drogué et des dossiers médicaux falsifiés. Ils prétendront que le thé était une erreur, que le docteur Martin a agi de manière indépendante, que la coupure de courant était une coïncidence. Ils feront passer Lise pour une fille attentionnée qui s'est laissée dépasser par les événements. J'ai pensé à la performance de Lise à la fête. La fausse inquiétude, la crise fabriquée, la manipulation minutieuse de chaque conversation. Si je n'avais pas entendu cet enregistrement, j'aurais pu croire moi-même à sa comédie. Est-ce que ça marchera? Pas avec les preuves que nous avons, mais les jurys peuvent être imprévisibles, surtout quand des relations familiales sont en jeu. J'ai quitté le commissariat avec un dossier plein de documents et la tête pleine de questions. Depuis combien de temps Lise planifiait-elle cela? Le désespoir financier était-il réel ou juste une excuse? Et surtout, combien de signes avant-coureurs avais-je manqué au fil des ans? Maman m'attendait dans mon salon quand je suis rentrée, assise dans mon fauteuil préféré comme si elle était chez elle, ce qui, compte tenu des événements récents, était probablement l'attitude exacte dont elle avait besoin. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. « Compliqué. Il y a plus que Lise et Pierre dans cette histoire. » J'ai expliqué l'affaire Mark Weber et les autres familles, la tentative de Lise de négocier un accord, les photos qu'ils avaient prises d'elle. Maman a écouté sans m'interrompre, son visage se durcissant à chaque détail. 50 photos,
a-t-elle dit quand j'ai fini. Au moins. Pendant 2 mois, j'ai cru que je devenais paranoïaque parce que j'avais constamment l'impression que quelqu'un m'observait. Il s'avère que je n'étais pas assez paranoïaque. Maman, je suis tellement désolée. J'aurais dû voir ce qui se passait. Comment? Lise s'entraîne à la manipulation depuis qu'elle sait parler. Tu te souviens quand elle a convaincu la maîtresse que j'avais oublié de préparer son déjeuner pour qu'elle puisse avoir des tickets de cantine gratuits? Elle avait 8 ans et elle apprenait déjà que mentir lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait. Je pensais qu'elle s'en débarrasserait en grandissant. Maman s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre de ma cuisine, regardant la rue comme si elle vérifiait qu'il n'y avait pas de surveillance. L'inspectrice a dit que Lise voulait négocier un accord. Des informations sur le détective privé en échange d'une peine plus légère. Et qu'en penses-tu? Je pense que Lise a créé ce gâchis et qu'elle doit en assumer les conséquences. Maman a hoché la tête avec approbation. Bien, parce que j'ai pensé à ces autres familles, celles où ce stratagème a fonctionné. Et alors? Quelqu'un doit aller les voir. Quelqu'un doit s'assurer qu'elles reçoivent des soins appropriés, que leur argent est utilisé à leur profit. Maman, ce n'est pas ta responsabilité. Elle s'est détournée de la fenêtre et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais de la détermination avec un côté tranchant. La responsabilité de qui, alors? La police enquêtera sur les crimes, mais qui va réellement rendre visite à ces gens? Qui va s'assurer qu'ils ne sont pas assis dans un établissement à se demander pourquoi leurs enfants les ont abandonnés? Il y a des assistantes sociales, des défenseurs des patients, qui sont surchargés de travail et sous-financés et qui ne savent probablement même pas que ces personnes existent. Elles n'avaient pas tort. Le système était conçu pour traiter des cas, pas pour s'occuper des individus. Que suggères-tu? Je suggère que j'ai du temps, des ressources et une compréhension très personnelle de ce que ces gens ont vécu. Je suggère que peut-être la trahison de Lise devrait aboutir à quelque chose de positif. Maman, tu as 85 ans. Certaines des victimes aussi. L'âge ne me disqualifie pas pour aider les gens. Je voyais où cela menait. Et une partie de moi admirait son instinct de transformer un traumatisme en un but. Mais une autre partie de moi s'inquiétait qu'elle assume plus de stress après tout ce qu'elle avait traversé. « Laisse-moi t'aider », ai-je dit. Tu as ta propre vie à reconstruire. Ton travail, ton divorce, ta guérison de tout le chaos que Lise a créé. Lise ne t'a pas seulement attaqué. Elle a attaqué toute notre famille. Julien et moi méritons aussi une chance de riposter. Maman a souri. Le premier sourire sincère que je voyais d'elle depuis la fête. Riposter en aidant d'autres familles. Riposter en s'assurant que cela n'arrive plus jamais à personne d'autre. Ça, a dit maman, ça ressemble à un plan. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je pensais aux photos de maman en robe de chambre, aux larmes de Lise dans le bureau de la sécurité, aux personnes âgées assises dans des maisons de retraite se demandant pourquoi leurs enfants n'appelaient jamais. Mais surtout, je pensais à l'expression sur le visage de maman quand elle parlait d'aider les autres victimes. Pour la première fois depuis la mort de papa, elle semblait avoir un but au-delà de la simple survie. Lise avait essayé de détruire la vie de maman pour de l'argent. Au lieu de cela, elle avait donné à maman quelque chose de plus précieux, une mission. L'ironie était presque poétique. Presque. La première maison de retraite que nous avons visitée ressemblait à un hôtel de luxe de l'extérieur. Pelouse manucurée, architecture élégante, panneaux discrets annonçant une vie de seigneur haut de gamme. Mais l'odeur nous a frappés dès que nous avons franchi les portes. Un désinfectant industriel essayant de masquer quelque chose de désagréable en dessous. « Nous sommes ici pour voir Marguerite Fournier », a dit maman à la réceptionniste, utilisant les informations que l'inspectrice Lambert nous avait données. « Vous êtes de la famille. De vieilles amies », a dit maman avec aisance. « Nous ne l'avons pas vue depuis qu'elle a déménagé ici. » La réceptionniste a vérifié son ordinateur. Chambre 247. Prenez l'ascenseur jusqu'au 2e étage, tournez à droite. La chambre 247 était au bout d'un long couloir bordé de fauteuils roulants et de résidents à l'air confus. Nous avons trouvé Marguerite Fournier assise près de sa fenêtre, regardant le parking avec des yeux vides. Elle était mince, pâle, portant une blouse d'hôpital au lieu de vêtements normaux. Madame Fournier. Maman s'est approchée doucement.
Je m'appelle Dorothée Wilson. Voici ma fille, Carole. Marguerite s'est tournée lentement, et j'ai vu une lueur de conscience dans ses yeux. Pas de la confusion ou de la démence, mais de la surprise que quelqu'un lui parle. Vous êtes là pour me voir? Oui, c'est ça. Nous voulions prendre de vos nouvelles. Les yeux de Marguerite se sont remplis de larmes. Personne ne me rend visite. Mon fils a dit que la route était trop longue. Selon les dossiers de la police, le fils de Marguerite vivait à 12 minutes de là, mais il avait été trop occupé à dépenser son argent pour lui rendre visite. « Comment vous traite-t-il ici ?» a demandé maman. « Les infirmières sont assez gentilles, mais… » Marguerite a jeté un regard nerveux autour d'elle, puis s'est penchée en avant. « Je ne suis pas censée être ici. C'est une erreur. » « Quel genre d'erreur? » J'ai signé des papiers pour mon fils. Il a dit que c'était des formulaires d'assurance. La chose suivante que je sais, c'est que des hommes en blouse blanche étaient à ma porte en disant que je devais venir ici pour ma propre sécurité. L'histoire était presque identique à ce que Lise avait prévu pour maman. Les mêmes mensonges, la même manipulation, le même résultat tragique. « Madame Fournier, » ai-je dit doucement, « savez-vous ce qu'étaient ces papiers? » « Une procuration, m'ont-ils dit plus tard. Mais je n'ai jamais accepté ça. Je n'ai jamais dit que mon fils pouvait me mettre dans une maison de retraite. Maman et moi avons échangé un regard. Marguerite Fournier était cohérente, s'exprimait clairement, visiblement capable de prendre ses propres décisions. Elle avait été parquée ici parce que c'était pratique et rentable. « Qu'est-il arrivé à votre maison ?» a demandé maman. « Vendu. Mon fils a dit que j'avais besoin de l'argent pour les soins, mais je ne vois jamais de facture. Je demande mon chéquier et ils disent que les membres de la famille s'occupent de tout ça maintenant. Voulez-vous partir d'ici ?» Le visage de Marguerite s'est illuminé d'un espoir si désespéré que c'en était douloureux à voir. Plus que tout. Mais ils disent que je ne peux pas. Ils disent que je ne suis pas compétente pour prendre cette décision. Nous avons passé 1 heure avec Marguerite à écouter ses histoires sur sa vie avant la maison de retraite. Sa confusion sur la façon dont elle avait atterri ici, son désir de rentrer chez elle. Elle était vive, drôle, complètement alerte. La seule chose qui n'allait pas chez elle, c'est qu'elle avait fait confiance à la mauvaise personne. Alors que nous nous préparions à partir, Marguerite a attrapé la main de maman. « Reviendrez-vous » ? « Oui », a promis maman. « Nous reviendrons la semaine prochaine. » Dans la voiture, nous sommes restées silencieuses pendant plusieurs minutes. 12 personnes, ai-je dit finalement. Au moins 12. L'opération de Weber dure depuis 2 ans. Combien de Marguerite Fournier sont assises dans des chambres comme celle-là en ce moment? Trop. Maman a sorti son téléphone et a appelé l'inspectrice Lambert. « Inspectrice, c'est Dorothée Wilson. J'ai besoin de renseignements sur l'aide juridique pour les personnes âgées qui ont été internées de manière inappropriée. » Oui, je patiente. Pendant que maman s'occupait de l'aspect juridique, je me suis surprise à penser à nouveau à Lise. Avait-elle jamais réfléchi à ce que serait la vie de maman dans un endroit comme celui-là? Avait-elle imaginé maman assise près d'une fenêtre à se demander pourquoi sa famille ne lui rendait jamais visite? Il y a une organisation d'aide juridique spécialisée dans les droits des personnes âgées, a dit maman après avoir raccroché. Ils peuvent demander la libération de Marguerite, mais ils ont besoin de preuves d'un internement inapproprié. Nous pouvons fournir cela. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'évaluations médicales, de dossiers financiers, de preuves qu'elle a été contrainte de signer des documents. Alors, que faisons-nous? Nous documentons tout. Chaque conversation, chaque détail sur son état mental, chaque indication qu'elle est détenue contre sa volonté. Maman, nous ne sommes pas des enquêtrices. Non, mais nous sommes des témoins, et parfois c'est suffisant. Ce soir-là, Julien est venu dîner et nous a trouvés entourés de dossiers, de documents juridiques et de notes sur le cas de Marguerite Fournier. Ça a l'air intense, a-t-il dit. Nous constituons un dossier pour faire sortir une femme âgée d'un placement inapproprié en maison de retraite, ai-je expliqué. La femme dont le fils a essayé de faire la même chose à grand-mère. Une d'entre elles. Julien a pris une photo de Marguerite que nous avions imprimée du site web de la maison de retraite. Elle a l'air triste. Elle est triste.
confuse et abandonnée par la personne qui était censée la protéger, comme ce qui a failli arriver à grand-mère. Exactement. Julien a étudié les papiers un moment. Que puis-je faire pour aider? Tu as 27 ans, a dit maman. Tu as mieux à faire que... Grand-mère. Avec tout mon respect, c'est des bêtises. C'est important. Ce qu'ils ont essayé de te faire, ce qu'ils lui ont fait, ce n'est pas normal. S'il y a un moyen de réparer ça, je veux aider. Maman lui a souri avec une affection pure. Dans ce cas, nous avons besoin de quelqu'un de doué en informatique pour faire des recherches sur les autres cas de Mark Weber et retrouver les familles impliquées. Je m'en occupe. Alors que Julien s'installait avec son ordinateur portable, j'ai réalisé que quelque chose avait changé dans notre dynamique familiale. Il y a 3 semaines, nous étions concentrés sur nos propres problèmes. Mon divorce, la recherche d'emploi de Julien, l'isolement croissant de maman. Maintenant, nous travaillons ensemble vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Tu sais ce qui est étrange? Ai-je dit. Quoi? Lise pensait résoudre un problème en se débarrassant de toi. Au lieu de cela, elle a créé quelque chose de mieux. Mieux comment? Avant que cela n'arrive, nous vivions tous des vies séparées. Tu étais seul dans ta maison. Je gérais mon divorce. Julien cherchait sa voie professionnelle. Nous nous voyions à peine, sauf pour les fêtes. Et maintenant nous sommes une équipe. Maman a regardé les papiers éparpillés sur ma table de salle à manger, Julien tapant intensément sur son ordinateur portable, les preuves de notre mission commune. Tu as raison, a-t-elle dit. Lise voulait détruire notre famille pour avoir mon argent. Au lieu de cela, elle nous a montré ce que notre famille pouvait réellement être. Une force pour la justice. Une force pour quelque chose. En tout cas. Julien a levé les yeux de son ordinateur. J'ai trouvé quelque chose. Weber a fait de la publicité pour ses services sur un site web appelé « Ressources pour enfants inquiets ». Il cible les enfants adultes qui s'inquiètent pour leurs parents âgés ayant des biens importants. Quel genre de publicité? Votre parent âgé prend-il de mauvaises décisions financières? Refuse-t-il les soins nécessaires? Se met-il en danger? Nous pouvons vous aider à obtenir l'autorité légale pour les protéger et préserver le patrimoine familial. Les protéger? Ai-je dit amèrement. Bien sûr, il y a plus. Il a des témoignages de clients satisfaits qui racontent comment il les a aidés à sécuriser leur héritage et à assurer des soins appropriés à leurs parents vieillissants. Des témoignages de gens comme Lise, probablement. Mais voici la partie intéressante. L'un des témoignages est de quelqu'un nommé Jennifer Barrett. Maman et moi nous sommes regardés. Barrett comme Pierre Barrett. Ça pourrait être une parente. Laissez-moi creuser. Pendant que Julien faisait ses recherches, je pensais à l'ampleur de ce que nous découvrions. Ce n'étaient pas seulement quelques cas isolés d'enfants adultes profitant de leurs parents âgés. C'était un système organisé, commercialisé et vendu comme n'importe quel autre service professionnel. Je l'ai trouvé, a annoncé Julien. Jennifer Barrett est la sœur de Pierre. Elle a utilisé les services de Weber il y a 2 ans pour faire interner son père et transférer ses biens sous son contrôle. Où est son père maintenant? L'expression de Julien s'est assombrie. Il est décédé dans une maison de retraite il y a 6 mois. Mais selon sa nécrologie, il a laissé derrière lui une famille aimante et un héritage caritatif substantiel. Héritage caritatif. Jennifer a fait don de son argent à diverses causes après sa mort. Elle s'est fait passer pour une philanthrope au lieu d'une voleuse. Donc Pierre a appris la technique de sa sœur. On dirait bien. J'ai fixé l'écran de l'ordinateur, nauséeuse. Il ne s'agissait pas seulement de cupidité ou de désespoir. Il s'agissait de gens qui avaient transformé la maltraitance des personnes âgées en une affaire de famille. Combien de personnes Weber a-t-il aidé à faire interner de manière inappropriée? Je compte encore, mais ça semble être au moins 20 familles au cours des 3 dernières années. 20 familles. 20 personnes âgées qui avaient fait confiance à leurs enfants et qui avaient fini emprisonnées pour cela. 20 Marguerite Fournier assises près de fenêtres se demandant pourquoi personne ne les aimait plus. Nous devons arrêter ça, ai-je dit. Nous le ferons, a dit fermement maman. Un cas à la fois, une famille à la fois, une personne âgée à la fois. Ça semble écrasant. Tout ce qui en vaut la peine est écrasant au début. Mais alors que nous travaillions tard dans la nuit,
documentant les cas et constituant des dossiers, j'ai commencé à comprendre pourquoi maman avait été si déterminée à s'engager dans cette voie. Pour la première fois depuis la mort de papa, elle avait un but qui correspondait à sa force. Lise avait essayé de faire de maman une victime. Au lieu de cela, elle avait créé une militante. Le tribunal était plus petit que je ne l'avais imaginé, mais il semblait énorme quand Lise est entrée, vêtue d'une combinaison orange et menottée. Elle avait perdu du poids au cours des 3 semaines écoulées depuis son arrestation et son apparence habituellement parfaite avait été remplacée par quelque chose de creux et de désespéré. Elle n'a regardé ni maman ni moi en s'asseyant à la table des accusés à côté de son avocate, une femme au visage acéré dans un costume cher qui coûtait clairement plus que Lise ne pouvait se permettre, ce qui soulevait la question de savoir qui payait sa défense. Levez-vous pour l'honorable juge Patricia Morrison. La juge Morrison était une femme dans la soixantaine, aux cheveux argentés et avec le genre d'expression pragmatique qui suggérait qu'elle avait vu tous les types de drames familiaux imaginables. Elle a passé en revue les chefs d'accusation avec une précision clinique. Maltraitance sur personne âgée, complot en vue de commettre une fraude, tentative d'enlèvement, falsification de dossiers médicaux. Comment plaide l'accusé? L'avocate de Lise s'est levée. Non coupable pour cause de responsabilité atténuée, votre honneur. Responsabilité atténuée. Ils allèrent prétendre que Lise n'était pas responsable de ses actes. Sur quel motif? Ma cliente souffrait d'un stress financier sévère et d'une dépression clinique qui ont altéré son jugement. Elle croyait agir dans le meilleur intérêt de sa mère. J'ai senti maman se raidir à côté de moi. L'idée que la dépression de Lise justifiait de tenter de voler sa vie était exactement le genre d'excuse que Lise inventait depuis l'enfance. Le procureur, un jeune homme qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, s'est levé pour répondre. Votre honneur, les preuves montrent une préméditation approfondie. Ce n'était pas un acte impulsif de quelqu'un au jugement altéré. C'était un stratagème calculé qui a nécessité des mois de planification et de mise en œuvre. Nous aborderons cela pendant le procès, a dit la juge. Je fixe la caution à 200 000 €. 200 000 €. L'avocate de Lise n'a même pas sourcillé, ce qui a confirmé mes soupçons que quelqu'un d'autre finançait sa défense. De plus, a poursuivi la juge Morrison, il est interdit à l'accusé d'entrer en contact avec la victime présumée ou les membres de sa famille. Votre honneur, a dit l'avocate, Madame Barrett aimerait s'adresser à la cour concernant sa mère. Absolument pas. Aucun contact signifie aucun contact. En quittant le palais de justice, je me suis surprise à regarder par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à ce que Lise nous suive. L'ordonnance restrictive n'était qu'un bout de papier. Si elle était assez désespérée pour droguer notre mère, qu'est-ce qui l'empêcherait de nous approcher directement? Elle avait l'air terrible, a dit maman alors que nous arrivions au parking. Bien fait pour elle. Carole, c'est toujours ma fille. Non, maman. Elle a cessé d'être ta fille quand elle a décidé de détruire ta vie pour de l'argent. Je sais, mais la voir comme ça te fait sentir coupable de t'être protégée. Maman est restée silencieuse un moment. Peut-être pas. Quelle que soit la sympathie que tu ressens, souviens-toi de Marguerite Fournier. Souviens-toi des 12 autres familles que Weber a ciblées. Lise n'est pas une victime ici. Je le sais intellectuellement. Mais émotionnellement? Émotionnellement, je ne peux m'empêcher de penser à la petite fille qui venait se blottir dans mon lit pendant les orages. Cette petite fille a grandi pour devenir quelqu'un qui a prévu de te droguer et de voler ta maison. Je sais, mais je pouvais voir le conflit dans les yeux de maman. 47 ans d'amour pour Lise ne pouvaient pas être effacés par 3 semaines de trahison, aussi complète soit-elle. Cet après-midi-là, nous nous sommes rendus à notre 2e visite en maison de retraite. Cette fois, nous cherchions Jean-Claude Chen, dont la fille avait utilisé les services de Weber pour le faire interner après qu'il ait refusé de s'installer avec sa famille. La résidence du Soleil était un cran en dessous de l'endroit où nous avions trouvé Marguerite. Le bâtiment était plus vieux, plus défraîchi, avec le genre d'atmosphère institutionnelle qui annonçait que ses résidents étaient des problèmes à gérer plutôt que des personnes à soigner. Jean-Claude Chen était dans la salle de jour, assis seul à une table, travaillant sur des mots croisés. C'était un petit homme soigné dans la soixantaine, portant des vêtements qui semblaient chers,
mais qui ne lui allèrent plus correctement. Monsieur Chen. Maman s'est approchée avec précaution. Je m'appelle Dorothée Wilson. Je me demandais si je pouvais m'asseoir avec vous quelques minutes. Il a levé les yeux, intelligent derrière des lunettes à monture métallique. Vous êtes de l'État? Une autre inspectrice? Non, juste une amie qui voulait prendre de vos nouvelles. Comment je vais? Il a posé son crayon. Je vais très mal. Merci de demander. Sa franchise était rafraîchissante après la confusion déchirante de Marguerite. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? A demandé maman. Ma fille a décidé que j'étais trop vieux pour vivre seule. Quand je n'ai pas été d'accord, elle m'a fait déclarer mentalement incompétent et m'a expédié ici comme un meuble. Êtes-vous mentalement incompétent? Jean-Claude a désigné les mots croisés. Le Figaro d'aujourd'hui, édition du vendredi. Je le fais tous les jours depuis 30 ans. Cela vous semble-t-il incompétent? Maman a examiné la grille. Elle était presque terminée, avec seulement quelques définitions difficiles restantes. Quelle était votre profession, Monsieur Chen? Professeur de mathématiques à la retraite, 42 ans à l'université. J'ai publié plus de 60 articles de recherche et supervisé 37 thèses de doctorat. Et votre fille pensait que vous ne pouviez pas prendre soin de vous? Ma fille pensait que ma maison avait trop de valeur pour rester vide pendant que j'y vivais seule. La même histoire, la même motivation. Des enfants adultes qui voyaient les biens de leurs parents comme des héritages gaspillés pour les parents eux-mêmes. Depuis combien de temps êtes-vous ici? 8 mois. Ma fille me rend visite une fois par mois, toujours avec des papiers à signer. Toujours avec des raisons pour lesquelles je dois rester ici pour ma propre sécurité. Quel genre de papiers? Des documents financiers, principalement. Transfert de compte. Autorisation de dépenses. Je refuse de les signer, mais elle continue d'essayer. Donc, vous avez toujours le contrôle de vos finances? Théoriquement. Mais je ne peux pas accéder à mes comptes d'ici. Ils n'autorisent pas les résidents à gérer de l'argent. Jean-Claude Chen était piégé d'une manière différente de Marguerite Fournier. Là où Marguerite avait été complètement dépossédée, Jean-Claude était lentement saigné à blanc par un processus plus long et plus subtil. « Monsieur Chen, ai-je dit, aimeriez-vous de l'aide pour sortir d'ici? » Jeune femme, j'essaie de sortir d'ici depuis le jour de mon arrivée. Ma fille a la tutelle légale. L'établissement ne me laissera pas partir sans sa permission. Et si nous vous disions qu'il pourrait y avoir un autre moyen? Jean-Claude nous a étudiés attentivement. Qui êtes-vous vraiment? Maman a expliqué la tentative de Lise, l'affaire Marc Weber, les autres familles que nous avions découvertes. Donc, vous êtes des bénévoles, des militantes indépendantes pour les victimes de maltraitance de personnes âgées. Quelque chose comme ça. Et vous pensez pouvoir m'aider? Nous pensons pouvoir essayer. Jean-Claude était resté silencieux un long moment, étudiant sa grille de mots croisés. La réponse du 17 horizontal, a-t-il dit finalement, est justice. 7 lettres, définies comme ce que les victimes espèrent mais reçoivent rarement. Il a rempli les lettres d'une écriture ferme. « J'aimerais beaucoup votre aide », a-t-il dit. En rentrant de la résidence du Soleil, je me suis surprise à penser à la différence entre Marguerite et Jean-Claude. Marguerite était confuse et le cœur brisé par sa situation. Jean-Claude était en colère et analytique. Mais tous deux étaient piégés par le même système, les mêmes lois qui permettaient aux enfants adultes de passer outre l'autonomie de leurs parents au nom de la protection. 2 approches différentes pour le même problème, ai-je dit à maman. Que veux-tu dire? La fille de Marguerite a agi vite, signé les papiers, vendu la maison, transféré l'argent et l'a largué dans l'établissement le moins cher qu'elle a pu trouver. La fille de Jean-Claude prend son temps, le garde dans un endroit plus agréable, maintient l'illusion du choix, mais prend toujours systématiquement le contrôle. Toutes 2 efficaces, toutes 2 diaboliques. Je n'arrête pas de me demander combien d'autres enfants regardent leurs parents âgés en ce moment et pensent à appeler Marc Weber. La pensée était glaçante. Quelque part, des enfants adultes calculaient la valeur des maisons de leurs parents, estimaient les coûts des soins en maison de retraite et pesaient les avantages de prendre le contrôle par rapport au respect de l'autonomie. Au moins, nous avons arrêté Lise avant qu'elle ne puisse le faire, ai-je dit. Vraiment? Ou avons-nous simplement reporté l'échéance? Que veux-tu dire? Je veux dire,
L'avocate de Lise est payée par quelqu'un? Quelqu'un avec assez d'argent pour se permettre une défense juridique coûteuse pour des accusations de maltraitance de personnes âgées. Je n'y avais pas pensé, mais maman avait raison. Lise et Pierre n'avaient pas les moyens d'une représentation juridique haut de gamme. Tu penses que quelqu'un la soutient? Je pense que quelqu'un a un intérêt direct à s'assurer que Lise ne va pas en prison et ne commence pas à parler de l'opération de Mark Weber. Les implications de cela se sont installées dans mon estomac comme du plomb froid. Si Weber avait des clients ou des partenaires puissants, s'il y avait de l'argent derrière cette opération, alors l'arrestation de Lise pourrait ne pas être la fin de la menace pour maman. Ce pourrait n'être que le début. L'appel est arrivé à 2h17 du matin, 3 jours avant le début du procès de Lise. J'ai répondu à la première sonnerie, le cœur déjà battant la chamade car personne n'appelle avec de bonnes nouvelles à cette heure-là. Madame Miller, c'est l'inspectrice Lambert. J'ai besoin que vous alliez voir votre mère immédiatement. Quoi? Pourquoi? Que s'est-il passé? Quelqu'un est entré par effraction chez elle ce soir. Elle ne répond pas à son téléphone. J'étais déjà en train d'enfiler des vêtements, mes mains tremblant si fort que j'avais du mal à boutonner ma chemise. Est-elle blessée? Nous ne savons pas. La compagnie d'alarme nous a appelés pour une effraction, mais quand les agents sont arrivés, la maison était vide. Aucun signe de votre mère. Vide. Maman avait disparu. J'arrive dans 10 minutes. Madame Miller, attendez. N'allez pas à la maison seule. Retrouvez-nous d'abord au commissariat. Non. Si quelqu'un a enlevé ma mère, chaque seconde compte. J'ai raccroché et appelé Julien tout en filant vers le quartier de maman. Il a répondu à la deuxième sonnerie, déjà bien réveillé. Grand-mère a disparu. Ai-je dit sans préambule. Quoi? Effraction chez elle. Elle est partie. J'arrive. La rue de maman était bloquée par des voitures de police, leurs gyrophares rouges et bleus transformant le quartier résidentiel familier en quelque chose d'une scène de crime. L'inspectrice Lambert m'a rejointe à la barricade. Des nouvelles? Ai-je demandé. Rien pour l'instant, mais nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir. Elle m'a conduite jusqu'au perron de maman où la porte était ouverte. Dans la lumière vive du porche, je pouvais voir que le pêne dormant avait été neutralisé par un professionnel. Aucune trace de force, pas de bois endommagé, juste un travail propre qui suggérait une expertise. Qui que ce soit, il savait ce qu'il faisait, a dit l'inspectrice Lambert. Où est maman? C'est ce que nous essayons de découvrir. Mais regardez ça. Elle m'a tendu un sac de preuves en plastique contenant une seule feuille de papier. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Lise. Maman, je suis désolée que ça en arrive là, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Au moment où tu liras ceci, tu seras dans un endroit sûr où tu pourras obtenir l'aide dont tu as besoin. N'essaie pas de te battre. C'est pour ton bien. Lise. Mes mains se sont mises à trembler si fort que je pouvais à peine tenir le papier. Lise a fait ça? Comment? Elle est censée être en résidence surveillée? Son bracelet électronique a été désactivé à 23h43. Nous avons des unités à son appartement, mais elle n'y est pas. Alors, elle a quoi? Elle s'est évadée de sa résidence surveillée pour enlever notre mère. C'est ce qui semble se dessiner. Julien est arrivé, a jeté un coup d'œil à mon visage et a immédiatement compris que la situation était pire qu'une simple effraction. « Où est-elle » a-t-il demandé. Nous ne savons pas, mais nous pensons que Lise l'a emmenée. Lise est censée être enfermée. Résidence surveillée, pas la prison, et apparemment une résidence surveillée pas très efficace. La radio de l'inspectrice Lambert a crépité avec des mises à jour. Des unités vérifiaient les hôpitaux, les maisons de retraite, partout où Lise aurait pu emmener maman. Mais avec plusieurs heures d'avance, elle pouvait être n'importe où dans un rayon de 300 km. Il y a autre chose, a dit l'inspectrice Lambert. L'avocate de Lise a payé sa caution hier après-midi. 200 000 € en liquide. Où Lise aurait-elle trouvé autant d'argent? Bonne question. Nous enquêtons là-dessus. Nous avons passé les 4 heures suivantes au commissariat à passer des appels, à examiner les images des caméras de surveillance routière et à essayer de comprendre où Lise aurait pu emmener maman. Julien a fait des merveilles avec son ordinateur, traquant les cartes de crédit de Lise, vérifiant ses réseaux sociaux, cherchant la moindre empreinte numérique qui pourrait nous mener à maman. À 6h30 du matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Carole, c'est moi. Maman. Oh mon Dieu,
Où es-tu? Tu vas bien? Je vais bien, ma chérie. Un peu secouée, mais bien. Où es-tu? C'est compliqué. Je suis au jardin du crépuscule, la maison de retraite que Lise avait choisie pour moi. Les jardins du crépuscule, l'établissement haut de gamme que Lise avait repéré pour son plan initial. Es-tu blessée? T'a-t-elle drogué? Elle a essayé, elle m'a apporté du thé avec quelque chose dedans, mais j'ai appris à me méfier des offres de thé inattendues. Malgré tout, j'ai presque souri. Maman développait un sens de l'humour à propos du fait d'être la cible de manipulations chimiques. Comment t'es-tu échappée? Je ne me suis pas échappée. Je suis toujours là. Que veux-tu dire? Je veux dire que Lise ne m'a pas enlevée, Carole. Je suis allée avec elle volontairement. Les mots n'avaient aucun sens. Quoi? Lise m'a appelée vers minuit, en pleurant, disant qu'elle devait me voir. Elle a dit qu'elle avait des informations sur Mark Weber qui pourraient aider les autres victimes, mais elle avait peur de le dire à la police parce qu'elle ne leur faisait pas confiance. Maman, c'est exactement ce que quelqu'un qui prévoit de t'enlever dirait. Je sais, mais elle a aussi dit que Pierre prévoyait de me tuer pour m'empêcher de témoigner. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Te tuer. Selon Lise, Pierre a compris que la police montait un dossier contre Mark Weber basé sur mon témoignage et les preuves que Julien avait trouvées. Elle a dit qu'il prévoyait de faire passer ma mort pour un accident afin que l'affaire s'effondre. Et tu l'as cru? Je ne savais pas quoi croire, mais je me suis dit que si Lise mentait, je pourrais la gérer. Si Pierre prévoyait de me tuer, je devais le savoir. Alors, tu es partie avec elle au milieu de la nuit dans une maison de retraite. Elle a dit que c'était le seul endroit auquel elle pouvait penser où nous pourrions parler en privé. Un endroit où Pierre ne penserait pas à nous chercher. J'ai regardé l'inspectrice Lambert, qui écoutait chaque mot. Son expression suggérait que cette histoire était soit complètement brillante, soit complètement folle. « Maman, où est Lise maintenant? » En train de parler à la police. Elle les a appelés elle-même vers 5 heures du matin. Elle a quoi? Elle s'est rendue. Elle leur a tout dit sur l'opération de Mark Weber, sur le plan de Pierre de me tuer, sur qui finançait sa défense. Qui finançait sa défense? Mark Weber lui-même. Il payait des avocats de premier ordre pour tous ses clients qui se faisaient prendre, s'assurant qu'ils restaient loyaux et n'exposaient pas son opération. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Weber protégeait son entreprise en protégeant les personnes qui pouvaient la détruire. Mais pourquoi Lise se retournerait-elle contre lui maintenant? Parce qu'elle a découvert que Pierre ne prévoyait pas seulement de me tuer. Il prévoyait de la tuer, elle aussi. Ça m'a laissé sans voix. Quoi? Une fois que je serais morte et que l'affaire s'effondrerait, Lise serait un handicap. Elle en savait trop sur l'opération de Weber. Pierre a pensé qu'il serait plus facile d'éliminer tous les témoins que de risquer d'être exposé. Donc, Lise n'essayait pas de t'enlever. Elle essayait de te protéger, et de se protéger elle-même. Ne soyons pas trop sentimentaux non plus. C'est vrai. Lise était toujours la personne qui avait essayé de droguer maman et de voler sa maison, mais apparemment, elle avait une limite au meurtre. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Lise coopère pleinement à l'enquête sur Mark Weber. Elle témoigne contre Pierre et le docteur Martin et tous les autres impliqués. Et elle ira probablement en prison pour une durée beaucoup plus courte que ce qu'elle aurait eu autrement. Et toi? Je témoigne de ce que Lise m'a dit sur le plan de Pierre. J'aide à mettre Mark Weber hors d'état de nuire définitivement et je rentre à la maison. Es-tu sûre que tu es en sécurité, Carole? Je suis assise dans une maison de retraite avec 6 policiers assurant la sécurité pendant que Lise fait sa déposition. Je suis probablement la femme de 85 ans la plus en sécurité de tout le pays en ce moment. 2 heures plus tard, maman est sortie des jardins du crépuscule, l'air remarquablement calme pour quelqu'un qui venait de passer la nuit à découvrir un complot de meurtre. Lise est sortie menottée, mais ce n'était pas la même femme abattue que nous avions vue au tribunal. Elle avait l'air soulagée, comme quelqu'un qui avait enfin cessé de porter un poids qu'elle ne pouvait plus supporter. « Comment vas-tu » ai-je demandé à maman. Mieux que je ne l'espérais. Il s'avère qu'affronter ses peurs est plus facile quand vos peurs impliquent des menaces concrètes de personnes spécifiques plutôt que des angoisses vagues sur le vieillissement et la dépendance. Que veux-tu dire? Je veux dire que, depuis 1 an, je m'inquiétais de perdre mon indépendance,
mes facultés mentales, ma capacité à prendre soin de moi. Mais la nuit dernière, mes problèmes étaient simples. Ne pas me faire assassiner, aider à attraper les méchants, protéger d'autres personnes âgées du même stratagème, des problèmes simples. Plus simples que l'angoisse existentielle en tout cas. Maman avait raison. Combattre des ennemis spécifiques était plus simple que de lutter contre le temps, le vieillissement et le déclin inévitable des capacités physiques et mentales. Alors, et maintenant? Maintenant, nous finissons ce que nous avons commencé. Nous aidons Marguerite Fournier et Jean-Claude Chêne à sortir de placements inappropriés. Nous nous assurons que Mark Weber passe beaucoup de temps en prison. Nous empêchons que cela arrive à d'autres familles. Et Lise. Maman a regardé la voiture de police où Lise était assise, attendant d'être transportée à la prison du comté. Lise a fait un choix la nuit dernière. Elle a choisi de protéger des gens plutôt que de se protéger elle-même. Ça n'annule pas le mal qu'elle a causé, mais c'est un début. Vas-tu lui pardonner? Je vais travailler avec elle pour nettoyer le gâchis qu'elle a aidé à créer. Le pardon est un luxe dont nous pourrons discuter une fois que la justice sera rendue. En nous éloignant des jardins du crépuscule, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé dans notre dynamique familiale. Il y a 3 semaines, maman avait été une victime potentielle du plan de Lise. Hier, elle avait été une cible pour la violence de Pierre. Mais ce matin, elle était tout autre chose. Elle était une femme qui avait retourné la situation contre des gens qui avaient sous-estimé sa force. Lise avait essayé de faire de maman une personne âgée sans défense qui devait être gérée. Au lieu de cela, elle avait découvert que maman était toujours la femme formidable qui avait élevé 2 filles, survécu à des décennies de mariage et construit une vie selon ses propres termes. Certaines personnes ne se laissent pas tranquillement emmener en maison de retraite. Certaines personnes se battent et certaines personnes gagnent. 6 mois plus tard, j'étais dans la salle d'audience, regardant Mark Weber être condamné à 15 ans de prison fédérale. Les mots du juge étaient secs et sans pitié. Vous vous êtes attaqué aux membres les plus vulnérables de notre société et avez détruit des familles pour le profit. Le tribunal espère que cette peine enverra un message clair que la maltraitance des personnes âgées ne sera pas tolérée. Maman était assise à côté de moi, prenant des notes dans un petit carnet qu'elle avait apporté spécialement pour ce moment. Au cours des derniers mois, elle était devenue une sorte d'experte en droit des personnes âgées, en défense des patients et sur les défaillances systémiques qui permettaient à des gens comme Weber d'opérer. 15 ans, a-t-elle dit doucement. Il aura 73 ans quand il sortira. Justice poétique. Il appartiendra exactement à la catégorie de population qu'il a passé des années à exploiter. Lise était assise 3 rangs devant nous avec son nouvel avocat, un commis d'office cette fois, puisque l'argent de Weber avait disparu en même temps que sa liberté. Elle avait écopé de 3 ans dans un établissement à sécurité minimale en échange de sa coopération, qui avait été approfondie et dévastatrice pour l'opération de Weber. Après la condamnation, Lise s'est approchée de nous avec hésitation. Elle avait l'air différente, plus mince, plus âgée, mais en quelque sorte plus solide que la femme fragile qui avait planifié la chute de maman. « Maman » a-t-elle dit doucement. Lise. Elles se sont regardées, 6 mois d'enquête, de procès, et le lent processus de réparation des dégâts que Lise avait aidé à créer les séparant. « Je voulais te remercier » a dit Lise. « Pourquoi » ? Pour ne pas m'avoir laissé devenir une meurtrière. C'était une étrange façon d'exprimer sa gratitude, mais c'était exact. Si maman n'était pas partie avec Lise cette nuit-là, si Lise n'avait pas découvert le plan de Pierre d'éliminer tous les témoins, elle serait peut-être restée complice de quelque chose de bien pire que la fraude. « Que vas-tu faire maintenant » a demandé maman. « Me présenter à la prison le mois prochain. Purger ma peine. Essayer de comprendre comment reconstruire quelque chose qui ressemble à une vie quand je sortirai. » Et Pierre ? 25 ans. Le docteur Martin a eu 10 ans. Les autres complices ont eu des peines diverses en fonction de leur niveau d'implication. Lise a jeté un coup d'œil à la salle d'audience qui se vidait alors que les gens reprenaient le cours de leur vie. « Je sais que ça ne répare rien, » a-t-elle dit. « Je sais que j'ai détruit notre famille et que je t'ai presque détruite. Mais je voulais que tu saches qu'aider à arrêter Weber a été la première bonne chose que j'ai faite depuis des années. »« C'en était une, » a reconnu maman. « Ça n'efface pas le mal, mais c'était bien.
Est-ce que tu... La voix de Lise s'est légèrement brisée. Est-ce que tu m'écriras en prison? Maman a réfléchi à la question un long moment. Je t'écrirai, mais pas en tant que ta mère. En tant que quelqu'un qui croit à la rédemption, mais pas à l'oubli des conséquences. Lise a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. Lise s'est éloignée pour commencer son propre processus d'acceptation des conséquences et peut-être trouver un moyen de redevenir humaine. Comment te sens-tu? Ai-je demandé à maman en quittant le palais de justice. Comme si la justice avait été rendue. Pas une justice parfaite, mais une justice adéquate. Et Lise? Lise n'est plus mon problème à résoudre. C'est une femme adulte qui a fait des choix d'adulte et qui en subira les conséquences d'adulte. Nous nous sommes rendus à notre dernière visite de la journée en maison de retraite. Au cours des 6 derniers mois, nous avions réussi à aider 11 personnes âgées à être libérées de placements inappropriés, à retourner chez elles ou à déménager dans des établissements qu'elles avaient réellement choisis. Marguerite Fournier vivait maintenant dans une résidence pour seniors qu'elle adorait, avec un contrôle total de ses finances et des visites régulières d'amis qu'elle s'était fait grâce à notre groupe de soutien. Jean-Claude Chêne était retourné à sa maison et à ses mots croisés, ainsi qu'à un poste d'enseignant à temps partiel à l'université, qui le maintenait engagé dans le monde. Aujourd'hui, nous rendions visite à Éléonore Patenôtre, dont le cas avait été le plus difficile car son fils était un avocat qui avait utilisé ses connaissances professionnelles pour créer un arrangement de tutelle infaillible. Éléonore avait 91 ans, l'esprit vif comme une lame, et était furieuse d'être enfermée contre son gré à la résidence des Pins Tranquilles. Dorothée, Carole, nous a-t-elle accueillis avec son port royal habituel? « Avez-vous de bonnes ou de mauvaises nouvelles? » « De bonnes nouvelles, » a dit maman en sortant une épaisse enveloppe. « La cour d'appel a annulé la tutelle de votre fils. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. » Le sang-froid d'Éléonore s'est fissuré un instant, et j'ai vu la femme vulnérable sous l'extérieur féroce. Quand? Aujourd'hui, si vous le voulez. Nous avons arrangé un logement temporaire jusqu'à ce que vous décidiez de ce que vous voulez faire à long terme. Je veux rentrer chez moi. Votre fils a vendu votre maison. Alors je veux en acheter une nouvelle. À 91 ans, je n'ai pas de temps à perdre avec des locations. Éléonore Patenôtre a fait ses bagages avec l'efficacité de quelqu'un qui était prêt à partir depuis des mois. Alors que nous la conduisions à son appartement temporaire, elle était assise sur la banquette arrière de la voiture de maman avec une cage de transport contenant le chat tigré qu'elle avait secrètement gardé dans sa chambre de maison de retraite. « Que ferez-vous maintenant ?» a-t-elle demandé à maman. « Continuez à faire ça. Il y a toujours plus de cas, plus de familles affectées par les anciens clients de Mark Weber, plus de personnes âgées qui ont besoin de défenseurs. Et personnellement, que fera Dorothée Wilson pour Dorothée Wilson? Maman a réfléchi à la question. Je pense à vendre ma maison. Vraiment? C'était la première fois que j'en entendais parler. Elle est trop grande pour une personne, et l'argent pourrait financer notre travail de défense. J'ai regardé une maison de ville près du centre, à distance de marche du palais de justice et du bureau d'aide juridique. Tu veux te rapprocher du travail? Je veux me rapprocher d'un but. Ce soir-là, Julien est venu dîner pour célébrer la condamnation de Weber et la libération d'Éléonore. Alors que nous étions assis autour de la table de la salle à manger de maman, bientôt la table de quelqu'un d'autre, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé depuis le plan de la fête d'anniversaire de Lise. « Grand-mère, » a dit Julien, « j'ai été acceptée en fac de droit. C'est merveilleux. Quand commences-tu? » Au semestre d'automne, je vais me spécialiser en droit des personnes âgées. Je suis l'entreprise familiale. Quelqu'un doit comprendre le système juridique assez bien pour le battre quand il est utilisé pour nuire aux gens. Maman a tendu la main sur la table pour lui serrer la sienne. Ton père serait fier. Je pense aussi. Je pense aussi qu'il serait fier de ce que toi et maman avez fait. Nous essayons juste de transformer quelque chose de terrible en quelque chose d'utile. Vous faites plus que ça. Vous vous assurez que cela n'arrive pas à d'autres familles. Après le dîner, maman et moi nous sommes assises sur sa terrasse arrière, regardant le jardin qu'elle entretenait depuis 30 ans. Bientôt, quelqu'un d'autre planterait des tomates et taillerait des rosiers dans cet espace. Des regrets? Ai-je demandé. De vendre la maison? Non. À propos de Lise?
C'est plus compliqué. Comment ça? Je regrette qu'elle ait pensé que me voler était plus facile que de demander de l'aide. Je regrette qu'elle ait cru que je me souciais plus de l'argent que de son bien-être. Je regrette que notre relation se soit détériorée au point qu'elle me voie comme un obstacle plutôt que comme une mère. Mais je ne regrette pas de l'avoir arrêtée. Je ne regrette pas les conséquences auxquelles elle est confrontée. Et je ne regrette pas d'avoir découvert que je suis plus forte que quiconque, y compris moi-même, ne le pensait. Tu as 85 ans et tu commences une nouvelle carrière. J'ai 85 ans et je sais enfin ce que je veux faire quand je serai grande. Le soleil s'est couché derrière les arbres que maman avait plantés des décennies auparavant, projetant de longues ombres sur le jardin où elle avait élevé ses filles, enterré son mari et planifié ce qu'elle pensait être une retraite tranquille. Au lieu de cela, la trahison de Lise lui avait donné quelque chose d'inattendu, un deuxième acte avec un vrai sens, un vrai impact et une vraie satisfaction. Il y a 6 mois, Lise avait vu maman comme un problème à résoudre, une femme âgée avec trop d'argent et trop d'indépendance. Elle avait essayé de réduire maman à un diagnostic, un montant en euros, un fardeau à gérer. Mais les gens ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des êtres humains avec de la dignité, du pouvoir d'agir et le droit de vivre leur vie selon leurs propres termes, quel que soit leur âge. Maman l'avait prouvé de la manière la plus spectaculaire possible. Elle avait pris les pires intentions de Lise et les avait transformées en une force pour la justice. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de devenir quelqu'un de meilleur que vos ennemis ne l'auraient jamais imaginé. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, vieillir signifie devenir plus fort, pas plus faible. À 85 ans, maman avait appris à se battre plus fort, à penser plus vite et à aimer plus profondément qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Lise avait essayé de la faire disparaître. Au lieu de cela, elle l'avait aidée à trouver sa voie. Pas un mauvais résultat pour quelqu'un qui était censé avoir dépassé son apogée. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.